Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes le samedi 14 janvier 2023, il est 8h, nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Mina, bonjour. Bonjour Noah, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Et bien entendu, on va commencer l'émission cette matinée avec ce magnifique événement phare. Donc de ces 3 semaines qui vont arriver, de ces 3 semaines donc qui vont suivre effectivement hier une magnifique ouverture donc du championnat d'Afrique des Nations. Je suis tellement concentrée sur cette magnifique soirée, voilà, sur le Chan, donc dans sa 7e édition. C'était beau, c'est vrai que c'était très 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 beau à voir. Voilà, hautement riche en couleurs, donc les couleurs de l'Afrique particulièrement. Exactement. Et danse folklorique était magnifique. Danse folklorique et puis des chanteurs qui quand même de renommée internationale. Exactement. Hein. N'est-ce pas? Et puis, il faut aussi saluer la présence massive du public algérien qui a enflammé quand même les tribunes. Oui. N'est-ce pas? Ah, c'était très, très beau à voir. Très beau à voir, effectivement. Et justement, ce matin, nous allons commencer d'ailleurs l'émission par retour. Donc, on va revenir un petit peu sur cette magnifique ouverture donc, du Chan qui a eu lieu hier. Et ça se passera en compagnie de notre collègue Riyad Ben Khadim. Voilà, tu as vu la soirée? Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas vu le début, mais j'ai vu la fin. Et le début, un très très bel hommage quand même à 2 chanteurs icônes donc de la musique algérienne, notamment Idir, mais aussi d'Ahmed El-Harachi. De toute façon, on reviendra avec un peu plus de détails en compagnie de notre collègue Riyad Ben Khadim. Et bien entendu, c'est le week-end de Yennaïr par excellence aussi. Hein. Donc finalement, 2 fêtes en une, 2 en 1. Ça continue. Ça continue, 2 en 1. Donc Yennaïr, le Chan. Exactement. Voilà, 2 en 1 et justement les festivités de Yennaïr ont été organisées un peu partout dans toute l'Algérie. Ici même à Alger, pratiquement tous les espaces ont abrité au moins un événement, une exposition. Nous reviendrons sur l'une de ces expositions qui a eu lieu dans l'un des espaces coworking ici même à Alger. Samira Hadjamal restera quand même dans cette ambiance aussi de Yennaïr et elle va nous emmener quelque part là où tu rêverais d'y aller. Et c'est le sud, hein. Si c'est l'Algérie, c'est le sud. Hein. Et comment Elle nous emmènera effectivement au sud pour voir un peu comment ça se passe, les festivités de Yennaïr, mais pas n'importe où. Elle va aller en compagnie des Touaregs. Ah, c'est voilà, donc finalement, elle va nous transmettre un petit peu cette ambiance que les Touaregs donc, organisent lors de la fête de Yennaïr. Et aussi, un hommage ce matin sera rendu par notre collègue Hamid Rabbouh à l'icône de la chanson de l'exil, de l'amour, de la patrie. Tu devines? Chérif Khaddam, évidemment, qui nous a quittés il y a déjà 11 ans, et donc puisque notre ami Hamid Rabbouh lui a rendu hommage à travers un magnifique film documentaire. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur quelques extraits. Ce matin, nous terminerons l'émission avec un événement qui sera organisé du côté de la salle Ibn Zaidoun. J'allais dire ce matin. Ce matin, non, ce ne sera vraiment pas ce matin, mais alors vraiment pas, mais vraiment pas. Pas du tout. Donc l'événement aura lieu mardi prochain. Mardi prochain, donc ça va se passer au niveau de la salle Ibn Zaidoun, un magnifique spectacle de musique andalouse qui sera donc animé par l'association Ahl El-Fen. Et l'association Ahl El-Fen rentre d'un magnifique voyage puisqu'ils ont pris part au festival de Babylone. Et donc là, il y a eu un magnifique échange sur le plan musical. Donc nous reviendrons un petit peu sur cette participation. C'est parfait. Voilà pour le menu de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui nous a préparé la feuille de route de ce week-end. Il n'y a pas eu de pluie. Hein. J'ai suivi hier météo 19h. Je ne suis pas annoncée de pluie. Hein. Il n'y a pas eu, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui. Bah non. Non. Allez, peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, Mina. Allez, c'est parfait comme. Allez, c'est chaud. Allez, quelques détails, ce sera juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà, de retour sur le plateau, donc finalement pas de pluie pour aujourd'hui. Pas de pluie pour aujourd'hui, non. Pas de pluie pour aujourd'hui, mais quand même c'est humide, c'est brumeux, il fait un petit peu frais. Il fait un petit peu frais, beaucoup d'humidité. Beaucoup d'humidité surtout. Beaucoup. On le ressent, hein, très tôt le matin, on le ressent bien. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention surtout, quand on sort le matin. Oui, il faut bien se couvrir. Le soir aussi. Et il faut rouler doucement aussi. C'est vrai que la visibilité...
La visibilité n'est pas au top. Hein. Exactement. C'est vrai. Un peu plus de détails, Mina? Oui, allons-y. On y va. On y va. Bonjour à tous, rebonjour à tous, un excellent réveil, beaucoup de brouillard, de brume ce matin sur l'ensemble des régions nord et puis un ciel toujours dégagé à l'ouest ou central, à l'est du pays, dégagé également sur le nord Sahara, la Saoura, le Sahara central et l'extrême sud avec de fréquents soulèvements de sable, sur la Saoura, le long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien ça ne change pas beaucoup par rapport à hier avec toujours 19 degrés à Alger, à Naba-Oran, 15 degrés à Tiaret, 15 également à Sétif et Constantine, on notera 19 degrés Gardaya, 19 Hasib Saoud, 20 degrés du côté d'Ilizi, 23 degrés Adrar, 24 Insalah et enfin 28 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme vers les côtes ouest, peu agitée sur le centre, agitée à l'est du pays avec des vents entre 10 et 20 km/h vers l'ouest et le centre et entre 20 jusqu'à 40 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Eh bien, un ciel plutôt nuageux avec des pluies du côté de Vancouver, Californie, un ciel voilé à Dallas, carrément dégagé à Mexico et Miami. Côté température, on notera 17 degrés à Miami, 21 à Mexico, moins 6 degrés à Montréal et enfin 3 degrés seulement à New York. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Température stable alors, Mina, on retient. Ça change pas. En attendant le retour des pluies. En attendant les retours des pluies, et puis ce sont quand même cette semaine. Inch'Allah. Inch'Allah, oui, bon. On espère aussi. On espère aussi. Non, mais ouais, non, mais c'est prévu. C'est prévu que cette semaine, il y ait des pluies. Mais on retient quand même que les températures sont stables et puis hors saison aussi. C'est pas vraiment des températures saisonnières. Même au niveau des hauts plateaux, quand même, ça reste un peu élevé. 15 degrés au niveau des hauts plateaux actuellement. Voilà, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des températures à l'ombre. Donc quand je dis 19 degrés, donc c'est toujours 22 degrés. On est vraiment en température hors saison alors. Voilà. Ouais. Bon, en attendant des jours meilleurs, en attendant des jours pluvieux. Pluvieux surtout. Inch'Allah. Et justement, nous allons encore une fois parler de cette magnifique soirée d'hier, n'est-ce pas? Magnifique. Magnifique soirée. Et là, ça sera pause musicale, mais pause musicale très particulière. D'accord. On va voir, puisqu'on va revenir sur le clip officiel du chef. Ah bah, je ne l'ai pas vu, c'est une occasion. Voilà, ce sera l'occasion. Effectivement, Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h, tu nous laisseras un peu de café? Non. Elle est là, Louisa. Oui, mais Louisa, tu négocies pour nous en attendant. Tu négocies pour nous en attendant 9h30, s'il te plaît, Louisa. Allez, on se voit tout à l'heure. Et voilà, et cette fois-ci, on vous laisse découvrir donc le clip officiel du chien, de très belles images. Et aussi, c'est une occasion, le chien, n'est-ce pas, Mina, pour ces nations africaines qui viennent participer à cet événement, de visiter aussi l'Algérie, puisque quand même quatre villes vont abriter, n'est-ce pas, le Chan, notamment Constantine, Oran, Annaba et Alger, qui sont quand même des villes magnifiques, à l'instar de toutes les villes algériennes d'ailleurs. Mais ça va être aussi l'occasion à ces participants de découvrir de plus près le pays, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, allez, on va découvrir le clip officiel en attendant de retrouver notre ami Riyad Ben Khadim. À tout de suite.
De retour sur le plateau, c'était donc le clip officiel du Chan. Et pour revenir sur cette magnifique ouverture qui a eu lieu hier, notre ami Riyad Benkhadem est parmi nous. Riyad, bonjour. Bonjour Nolhoda. Alors, en plein d'énergie aujourd'hui. Plein d'énergie, on a commencé le débat avant même d'être à l'antenne. On ne pouvait pas s'en passer de toute façon. On a vraiment vécu des moments superbes hier. C'était la fête au stade Nelson Mandela de Barraqué. Il y a eu son inauguration jeudi par le président de la République. Et puis hier, il y a eu cette magnifique cérémonie. Le stade était à guichet fermé. Hein. Il y avait 40 000 personnes présentes au stade. Il y aurait pu avoir même le double, tellement il y avait du monde qui n'a pas eu la chance d'avoir de tickets pour ce match. Et puis, heureusement que ça a été diffusé sur la chaîne terrestre. Avec beaucoup d'artistes, des feux d'artifice, des hommages à des défunts artistes, c'était superbe. Voilà, effectivement, hommage aux défunts artistes, notamment Idir et aussi d'Ahmed El-Harachi, n'est-ce pas? Et la présence aussi des artistes de renommée internationale, Riyad, n'est-ce pas? Vous êtes plus dans le people que moi, mais oui, je crois qu'il y avait Soul King qui a retrouvé son public. Et puis il y avait l'autre, vous allez me rappeler son nom, je crois que c'est le frère de Maître Gims, voilà, qui a chanté quelques succès, qui a été d'ailleurs repris par le public, parce que c'est des hits internationaux que les Algériens aiment et connaissent. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est aussi un Africain, puisque Maître Kim, c'est congolais, c'est la fête de l'Afrique, c'est pour ça qu'il était invité. En plus, on a profité, puisque Soul King et lui, je crois qu'ils ont chanté une chanson, un duo ensemble. Donc, c'était la fête du foot africain et la fête de la chanson africaine en même temps. Effectivement, et donc il faut dire que c'était une ouverture hautement colorée par les couleurs d'ailleurs de l'Afrique. C'était vraiment une très très belle soirée, mais il faut dire aussi que c'est une ouverture officielle, n'est-ce pas, Riyad? Tout à fait officielle. C'est le Premier ministre, d'ailleurs, Ayman Ben Abdelrahman, qui a donné le coup d'envoi au nom du président de la République de ce Chan. C'est le 7e Chan. Alors, on rappelle, le Chan, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux. En fait, c'est vous voulez, la foire du produit local en termes de football. Voilà. Et c'est très important, parce que l'Algérie, c'est probablement même très certainement l'espoir de la Confédération africaine de football pour relancer ce tournoi qui était en perte de vitesse. Certains ont même dit qu'il pouvait peut-être disparaître. Et puis là, cette édition qui, aux yeux de tous, des spécialistes, de Gianni Infantino, le président de la FIFA, de Patrice Motsepe, le Sud-Africain, qui lui aussi était ému par justement ce stade au nom de Mandela. C'est son leader sud-africain, c'est notre leader, puisque c'est un leader africain, qui a dit que l'Algérie et cette édition sera probablement la plus belle de l'histoire du Chan, des 7 éditions. Rendez-vous compte des moyens incroyables, des stades fantastiques. Et un public fantastique tout aussi. Le monde a été dithyrambique. Oui, le public algérien a toujours été fantastique. Mais ce stade, c'est un bijou, Nolhoda. C'est un vrai bijou, c'est un vrai écrin de football. C'est pas un stade olympique où il y a des pistes d'athlétisme. C'est un stade dédié au foot, aux normes internationales. Rendez-vous compte, à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, il y a quelques mois, il n'y avait pas la VAR au premier tour, il y avait la VAR, la vidéo, vous connaissez cette aide aux arbitres par la vidéo, elle existait au deuxième tour, au quart et aux demi-finales. Là, à Alger, à Annaba, à Oran et à Constantine, il y aura la VAR dans tous les matchs. Il y avait la VAR hier et il y aura tout le temps la VAR. C'est niveau Coupe du Monde. C'est vous dire à quel point l'Algérie a mis la barre très haut et elle espère, et on l'espère tous, grâce à une bonne organisation. C'est important ce que je dis parce que l'Algérie le mérite. Et a le talent, et a la population, et a l'énergie pour pouvoir réussir une Coupe d'Afrique des Nations 2025 dont on est candidat. Et ça passe par, bien évidemment, une excellente organisation de ce Chan. Ce Chan, je vous l'ai dit, qui a été officiellement ouvert par le Premier ministre. Il y a eu beaucoup d'invités. Il y a eu Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Il y a eu Motsepe, le patron du football africain. Jahid Zvissev, le patron du football algérien. Et bien sûr, l'invité d'honneur. C'est le petit-fils de Nelson Mandela. C'est Mandela Zweli Veli, c'est la tribu du grand Madiba qui a fait un discours
très émouvant et repris en chœur par 40 000 spectateurs au stade de Bonaire. On va peut-être en entendre un petit bout de ce discours. Allez, on y va. By naming this beautiful stadium after him, and we say that in his honor, let us not forget the last colony of Africa, Western Sahara. Let us fight to free Western Sahara from oppression. Let us also remember that Madiba said our freedom is incomplete without the freedom of Palestine. Therefore, we stand together to fight for the liberation of Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea. Le discours était très très émouvant. Et puis on ne pouvait pas non plus imaginer l'inauguration du stade sans pour autant avoir au moins un membre de la famille Nelson Mandela, n'est-ce pas? C'est un stade qui lui a été dédié finalement. Absolument. Un bel hommage à ce leader. Et puis ce qui a été émouvant hier, moi ce que j'ai aimé, c'est la communion entre les supporters et le petit-fils de Mandela. C'est-à-dire que l'Algérie s'inscrit dans une logique africaine. On l'oublie souvent, mais il ne faut pas l'oublier. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Nelson Mandela, le président de la République, l'a rappelé il y a 2 jours, était venu se préparer militairement ici en Algérie, juste avant de retourner dans son pays et tout de suite être emprisonné. Rendez-vous compte, il se prépare en Algérie, il revient chez lui, il est emprisonné par le régime de l'apartheid et une fois libéré, une fois président de la République, le premier pays qu'il visite en sortant de chez lui, en sortant de prison, c'est l'Algérie. Beaucoup de gens se posaient la question, il faut le dire, pourquoi Mandela? Pourquoi Mandela? Mandela fait partie de l'histoire de la révolution algérienne, comme l'Algérie fait partie de l'histoire de la révolution en Afrique du Sud. Et en fait, on a l'impression que c'est une boucle qui est bouclée avec ce stade magnifique et beaucoup d'émotions avant le coup d'envoi officiel sportivement, parce qu'il y avait un match juste après le derby maghrébin. Voilà, et justement, on va dire j'ai envie de dire un beau coup de starter pour le match, pour l'équipe nationale. Et d'ailleurs, si on revient un peu à la conférence de presse que Bogara a donnée, je crois qu'il y a 2 jours, il disait que la chose la plus importante pour les équipes, c'est de gagner le premier match. Gagner le premier match. N'est-ce pas? Parfait. Le foot, ça commence à rentrer dans l'autre. C'est bien. Oui, ça commence à rentrer. Quand il s'agit de l'équipe nationale, oui. Alors, il y a une philosophie. Il vaut mieux gagner un match où on joue mal que perdre un match qu'on domine parfaitement. Il fallait absolument prendre les 3 points en commençant le tournoi parce que sinon on l'aurait douté après. Dans ce groupe, je rappelle, il y a la Libye qu'on a battu hier 1-0. C'est un but de Mahious à la 57e minute de jeu. C'est le joueur de l'attaquant de l'USMA d'Alger qui a d'abord obtenu un pénalty, faute du gardien libyen. Il s'est fait justice lui-même. Malheureusement, il s'est blessé juste après, il est sorti. Mais en tout cas, ce but vaut de l'or. Pourquoi il vaut de l'or? Parce qu'on ne va pas douter. On a pris déjà les 3 points. On est en tête du groupe. Il y a aujourd'hui le second match, parce qu'il y a encore le Mozambique et l'Éthiopie qui joueront aujourd'hui. On parlera du programme tout à l'heure. L'Algérie, il fallait tout de suite qu'elle se soulage, qu'elle prenne ces 3 points. Alors, je rappelle, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient au prochain tour. Et l'Algérie lui manque très certainement une victoire, c'est-à-dire qu'il reste une victoire pour assurer la qualification au second tour. Donc on a fait déjà un bon chemin. Et puis en face, il faut aussi le rappeler, alors je rappelle que c'est le championnat des A', c'est-à-dire les joueurs locaux, mais l'équipe de la Libye s'est déplacée avec l'équipe A. C'est-à-dire tous les joueurs d'élite en Libye jouent dans le championnat local. Donc, si vous voulez, c'est l'équipe qui joue la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de Belmadi. Donc, c'est l'équipe A. C'est ce qui a rendu d'ailleurs le match difficile. Beaucoup plus difficile. Et puis, il y a autre chose qui rend le match difficile, c'est les derbys. Les derbys, ils ont une connotation très différente. On peut pas parler de favoris. Un derby, c'est très indécis. Ça se joue sur des détails. Et hier, ça s'est joué sur un détail, sur une faute et un penalty. Et ça a fait la différence. Les Libyens étaient bien placés et le Corentin Martins, l'entraîneur français de cette équipe de Libye, pour les plus jeunes, je rappelle que Corentin Martins a été un international français, ça a été le meneur de jeu d'Auxerre. À l'époque, Auxerre, la fameuse équipe où il y avait nos 2 internationaux, Moussa Saïb et Tasfaout à l'époque. Donc
c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Cette équipe, elle est solide. Elle nous a posé des problèmes. Ils étaient bien en place. Et puis, moi, j'avais assisté au dernier match de préparation, il y a une semaine, exactement, samedi dernier, Algérie-Ghana. C'était la première fois que l'équipe foulait la pelouse du stade Nelson Mandela. Ils avaient une petite appréhension. Vous savez, l'équipe de Bouguera s'est préparée pendant 1 an et demi pratiquement dans des stades à huis clos avec la Covid et ensuite après, ils n'étaient pas habitués à retrouver le public. Alors il y a cette appréhension, peut-être de la peur, il y a les chambres qui tremblent un peu et puis on rentre dans cette enceinte. C'est un écrin magnifique, c'est un théâtre de football ce stade. Alors imaginez, on rentre, il y a le Premier ministre, il y a Infantino, il y a le spectacle. Et puis là, ils doivent absolument faire le résultat. Pression, finalement. On a les jambes qui tremblent un peu. Donc, il faut rentrer dans le match. Et en face, il y a une équipe solide qui joue son va-tout. Donc, moi, je pense qu'ils se sont bien sortis. 3 points. On est en tête du groupe. Ça fait du bien. Et Bouguera lance bien sa compétition. On va l'écouter d'ailleurs, Majid, qui revient sur ce match. Et ces joueurs qui ont attendu un peu dans les vestiaires en attendant Soul King qui chantait avant de fouler la pelouse. On écoute Bouguera. On remercie les supporters. Je sais que c'était long pour eux parce qu'ils sont venus beaucoup en avance. Et voilà, victoire importante pour démarrer cette compétition. Il y a eu des bonnes choses. En première mi-temps, on avait le contrôle du match, mais comme je disais aux joueurs à la mi-temps, il fallait pas que la Libye nous endorme, parce qu'ils nous ont endormis avec le rythme. On n'a pas mis assez d'intensité dans les passes pour trouver ces passes entre les espaces. Quelques encore, le dernier geste, la finition qui n'était pas bonne. Mais après, je peux parler de la deuxième mi-temps aussi. Donc deuxième mi-temps, on a bien démarré. C'était un peu mieux. Mais après le but, ce qui m'a un peu énervé, c'est de reculer comme ça. Justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer à harceler l'adversaire. Bon, sur le terrain, c'est un peu dur de crier sur les joueurs parce qu'ils ne m'entendent pas, mais l'objectif, c'était pas de subir. Et quand on a subi, on s'est fatigué et puis on leur a donné l'opportunité sur des longs ballons, sur des centres. Il y a un ballon qui tombe sur le poteau. Mais bon. Voilà, c'était donc la déclaration juste après le match. Oui, en tout cas, il n'est pas content sur tout. Il sait que c'était difficile, mais en tout cas, on le sent soulagé. Parce qu'il se disait, ça fait depuis qu'il est en poste, c'est son match. Il est là pour le CHAN. Il a de la chance, il est parti faire le championnat arabe FIFA et il a un titre déjà dans son escarcelle qui n'était pas du tout prévu. Donc Bouguera est déjà titré. Il a un titre de champion arabe FIFA. Et puis là, c'est ce qu'il y a dans son contrat. C'est CHAN 2022. Enfin, on l'appelle 2022 parce qu'il devait se dérouler en 2022. Il se joue en 2023. Et là, il est bien content de bien entamer la compétition. Aujourd'hui, tous les joueurs et Bouguera vont faire ce qu'on appelle une séance vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont regarder leur adversaire qui les attend, qui vont jouer aujourd'hui. C'est le Mozambique et l'Éthiopie qui jouent au stade Nelson Mandela à 14h. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'acheter des tickets, il y en a encore. Ils peuvent les acheter en ligne et se déplacer parce que pour une belle fête, il faut des stades pleins. Bon, on le sait que les gens travaillent et que ça va être compliqué d'aller voir tous les matchs, mais il faut quand même, pour un match de football, il faut qu'il y ait du public dans les gradins. Il y aura donc ce Mozambique, je vais y arriver, Éthiopie, arbitré par le Togolais Vincentia Enyonam. Il faut bien prononcer les noms de nos amis africains à Médomé. Et puis il y a 2 autres matchs aujourd'hui, il y a 3 matchs aujourd'hui. Il y a Annaba, le stade du 19 mai 56. D'abord, c'est le plus grand stade de la compétition. Tenez-vous bien. 65 000 spectateurs, certains disent même 70 000. C'est une œuvre d'art, le stade de Annaba. Il a été refait à neuf au niveau international. C'est un bijou. Vous pourrez le découvrir aujourd'hui pendant les matchs d'aujourd'hui. Il y aura dans le groupe B à 17h la RDC, République démocratique du Congo, contre l'Ouganda, qui ouvre le bal. Et puis à 20h, ça c'est un très beau choc africain. C'est peut-être 2 énormes nations du football africain. La Côte d'Ivoire face au Sénégal. Il y a 2 stars c'est des VIP qui étaient invités hier. 2 stars, une sénégalaise et une ivoirienne. Drogba du côté de la Côte d'Ivoire était invité. Et puis Hadji Diouf, la star de l'Olympique de Marseille, star du Sénégal, qui lui aussi était invité. Donc à ne pas rater 20h ce soir sur Al-Ardia. Tous les matchs de ce CHAN sont diffusés à la chaîne de télévision terrestre
vous ne raterez rien et on ne ratera rien de cette compétition. Donc Côte d'Ivoire, Sénégal, 20h. Voilà, et bien entendu. On a fait le tour. On a fait le tour, et puis il faut rappeler juste, Riyad, que toute l'équipe de la sportive de la télévision algérienne et de Canal Algérie aussi donc sera présente. On se met à l'heure de la du CHAN. Tout au long de ces 3 semaines. D'ailleurs, dans notre émission Bonjour d'Algérie, chaque matin, il y aura un point sur le CHAN, n'est-ce pas, en compagnie donc, de l'équipe de la sportive. Mais sinon, vous reviendrez sur ces événements dans vos émissions respectives. Les croissants sont chauds, le café aussi. Donc, moi, je viens, c'est parfait pour moi. Merci beaucoup. Juste des bonnes nouvelles, comme vous l'avez fait aujourd'hui. On l'espère tous. On l'espère, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Riyad. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Inch'Allah. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Riyad. On reste quand même dans cette ambiance du CHAN et on vous propose ce clip officiel du CHAN et on se retrouve juste après. سهرود ينتسني كي
Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc un bel hommage à Badi Lala. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre amie Samira Hadjabel. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien. Bonne année, meilleurs vœux. Est-ce que ça me gaze? Exactement, merci. Tu nous emmènes aujourd'hui, est-ce que ça me gaze n'importe quoi? Tu nous emmènes aujourd'hui à fêter Naïr au sud? Au sud, un peu au sud, mais un peu partout. Un peu partout. Mais d'abord, on va parler de celle qu'on vient, oui, la doyenne, oui. de la chanson Amazir, enfin. Touareg, on va dire, mais c'est pareil. Hein. À qui on souhaite un prompt rétablissement d'ailleurs. Oui, qui a été un peu malade les derniers temps et qui est sorti de l'hôpital. La bonne nouvelle, c'est ça. Comment je le sais, c'est que j'étais pas très loin de là où elle est, à Tizi Ouzous, ces derniers jours. Et j'ai demandé de ses nouvelles et on m'a dit qu'elle était actuellement à la résidence du Wali et qu'elle se reposait. Elle est avec sa famille et ses proches. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Donc, Yanaïr est fêté aussi dans la Hagar et c'est fêté aussi à Ouargla. Alors, d'abord, juste pour rappeler, Yanaïr est fêté depuis l'Antiquité. On le célèbre à travers toute l'Afrique du Nord et partout là où il y a des berbères, parce que c'est le nouvel an berbère. Voilà. En Algérie, il est officiellement célébré depuis le 12 janvier 2018. C'est récent. Dans d'autres régions, c'est entre le 12 et 14 janvier. Voilà. Chez nous, c'est le 12, c'est officiel depuis 2018. Officiellement depuis 2018. Mais on le célèbre depuis, en vrai, on le célèbre depuis toujours. Et en vrai, c'est le calendrier agraire que tous les agriculteurs à travers le monde utilisaient pour mesurer le temps et le rythme des saisons. Yanaïr ressemble au calendrier julien, alors qui est décalé de 12 à 13 jours. Il y a un manque de 12 à 13 jours avec le calendrier grégorien. Donc, je ne sais pas si tu connais la différence. Non. Le julien est solaire. Il s'appuie sur le soleil, sur le jour et la nuit. Il est utilisé il a été utilisé surtout pendant la Rome antique, donc les Romains. Et le grégorien est instauré. C'est ce qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est le pape Grégoire qui l'a instauré pour mettre un terme un peu à ce qui se passait pour le calendrier julien, qui était, on va dire, à la bonne volonté, au gré des humeurs et des états d'âme des Césars, tous ceux qui géraient la Rome, l'Empire romain. Rome. C'est ce qu'on utilise à nos jours parce que la Société des Nations Unies, ce qui est aujourd'hui l'ONU, vers la fin des années 1900, a décidé que tout le monde devait utiliser un calendrier pour des raisons administratives, commerciales, pour faciliter, économique, pour que tout le monde s'entende sur le même calendrier, qu'il n'y ait pas de décalage. Mais à chacun est libre d'utiliser. Nous, par exemple, et comme dans le monde musulman, on utilise l'hégérien, mais c'est surtout pour la vie religieuse. En fait, les célébrations... Et là, par contre, on parle d'un calendrier lunaire. Lunaire, voilà. C'est à la différence du julien qui, lui, est solaire. Voilà. Et depuis, on a Mina et Amel Laribi pour nous dire la météo. Voilà. On les salue au passage. C'est comme ça qu'on connaît. C'est plus pratique, on va dire. C'est plus rapide. Dans Zap, on va sur Internet et on trouve... qu'il y a une météo Algérie aussi. On peut consulter. C'est moins fastidieux pour les agriculteurs, en tout cas. Alors, en Kabylie, on appelle Yanaïr la porte... Tepourt es... Skez, 0 pour la prononciation, mais bon, c'est la porte de l'année, c'est le premier jour du premier mois de l'année. Et là, avant, on disait que les provisions s'épuisent rapidement. C'est la période, on va dire, un peu néfaste. Donc, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs, les paysans, qu'est-ce qu'ils font? Juste pour contrer le mauvais sort, ils sourient, ils font la fête, ils sacrifient de la volaille, ils font des gâteaux pour l'occasion. Et celui qui a eu un fils durant l'année, il va lui faire sa première coupe de cheveux.
Tout ça, c'est on va dire des traditions, des légendes. Et il y en a beaucoup. Et je suis sûre que celle-là, tu la connais. La légende de la Djouza. De la Djouza, oui. Vieille, qui, elle, est sortie un jour dans ses champs. Elle croyait que le mois de janvier était terminé. Elle s'est moquée de lui. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait janvier? Il s'est vengé. Il a emprunté 2 jours à Fourar, qui est février, pour punir la Djouza. Et donc le vent s'est levé, il y a eu une tempête et elle a été emportée. C'est une légende qu'on retrouve un peu partout et aussi chez les Touaregs. Hein. Mais la Djouza, c'est très intéressant pour les enfants aussi. Pour leur faire peur. Voilà, pour leur faire peur. Comme tous les contes. Pour qu'ils terminent le repas du soir. Pour qu'ils dorment. Pour tous les contes pour les enfants. Je me demande comment les mais la Djouza de Yenei, c'est vraiment celle qui va prendre tous les bonbons et les confiseries des enfants s'ils ne terminent pas le repas. Oui. Voilà. Et puis il y a l'histoire aussi de la dame qui était en train de préparer le repas de Yenei, justement. Il y a une mendiante qui est venue demander l'aumône. La dame était tellement occupée qu'elle l'a conduite. Donc, c'était la Djouza, et pour se venger, la femme a eu une mauvaise année, donc elle a regretté. Donc, il y a plein d'histoires, mais celle de la Djouza, on la retrouve aussi dans la gare. On la retrouve aussi à Ouekla, on la retrouve en Espagne, on la retrouve en France, on la retrouve un peu partout en Méditerranée, en Afrique du Nord. Voilà. Sinon, dans la gare et à Ouekla, on célèbre aussi, on a le calendrier de l'Hégire, bien sûr, qui est le calendrier lunaire de la vie religieuse. Ça, on le retrouve dans tout le monde musulman, hein, pas que dans le sud ou à Alger. Et celui qui a étudié de près les traditions, ce qui se passe dans ces régions, c'est Marsogast. Marsogast, c'est qui? C'est quelqu'un qui a travaillé au CNRPH avant l'indépendance et après l'indépendance de l'Algérie. Donc jusqu'aux début des années 70. Il était au CRAP, ce qu'on appelait le CRAP, qui est le CNRPH, Centre National Préhistorique et Historique. Voilà, celui qui est au Bardo, pas très loin. Donc lui, il est allé là-bas, il s'est basé sur le dictionnaire du père Foucault qui a vécu à Tamanrasset, il s'est basé sur des études aussi qui ont été plutôt des observations et des constatations et un décompte qui a été fait. Et lui, alors, c'est quoi la différence? Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre Yenei qui est fêté au nord et au sud. C'est pareil à la base, c'est juste peut-être dans l'appellation et des croyances. Dans la Hagar c'est Tamanrasset, c'est tout ce qu'on appelle le parc de la Hagar, le Hogar, voilà, là où il y a la montagne du Hogar. Jusque là-bas, on appelle le printemps Tefsit. C'est la saison des floraisons et des récoltes. C'est aussi le cas ailleurs. C'est Ewilen pour l'été, c'est la saison chaude où l'on peut mourir de soif dans le désert. Ça, c'est vrai, hein, au bout de 1-2 jours, c'est fini. Le Emnouen, c'est l'automne, période où on récolte les dattes et les semailles, donc le blé et l'orge. Et Tagrest, c'est la saison du froid, où la sève ne monte plus dans les végétaux, donc il n'y a plus rien. C'est aussi, on retrouve la même chose en Kabylie. Hein. C'est là où ils font Yenayir avec les célébrations. Kiff, kiff. À Ouekla, c'est comme dans la gare, il y a aussi l'égyrien. Et à la différence avec celui de Tam, c'est la terminologie. Elle est un peu, on va dire, arabisée. C'est-à-dire qu'il y a 4 saisons, pareil comme partout, ou presque partout. Le printemps est appelé Rbeh, Sef, c'est l'été, le Khrib, c'est l'automne. Et là, la différence, c'est Tagrest. Tagrest pour l'hiver? Pour l'hiver. C'est le même qu'il y a dans la gare, dans le Hogar. C'est avec un Z et un chapeau, hein, donc je pense que c'est Tagrest, mais il y a une origine berbère, voilà. Alors, ce qui fait la différence aussi pour les saisons, c'est un calendrier agraire, donc les agriculteurs, pour la population, ils vivent de ça, ils vivent des produits qu'ils tirent de la terre, de la fécondité de la terre. Et ça accompagne beaucoup de nuits, beaucoup de mythes. Et entre autres, ce sont les nuits. Il y a dans la gare, comme ailleurs aussi, les nuits néfastes, c'est les nuits noires. C'est les nuits où il n'y a pas de lune. D'accord. Donc, elles durent à peu près 20 jours. Alors, donc, de toutes ces nuits, hein, parce qu'il y a l'hiver blanc, l'hiver noir, il y a les nuits blanches et les nuits... Même maintenant, on célèbre la nuit blanche en janvier à Alger, hein, en Algérie. C'est tout récent, c'est une nouvelle tradition. Je me demande si c'est un rapport, mais bon, voilà, c'est culturel. En tout cas, il y a beaucoup d'événements culturels qui se passent un peu partout à Alger. Alors, les nuits noires,
Tu me suis? Je te suis, j'étais en train de juste me dire, finalement, c'est quoi la nuit noire, tu nous as expliqué, c'est là où il n'y a pas de lune, c'est ça? Oui. Mais finalement, c'est quoi la différence entre les nuits noires et les nuits blanches? Il y a la durée, bien sûr. D'accord. Alors, les nuits noires durent à peu près 15 jours, 45 jours, 25 jours. C'est l'hiver noir qui dure 45 jours. En réalité, on ne connaît pas l'origine ni la signification. On ne connaît même pas la période. C'est-à-dire, dans la saison, on ne connaît pas ça va être de quelle date à quelle date. Il faut vraiment l'étudier. Eux, ils ont essayé de l'étudier sur l'année 1965 et ils ont fait un calcul de 90 jours. Bref, ce serait trop long à expliquer dans une chronique. Eux, ils sont restés des mois là-bas. Oui. Mars est resté des mois là-bas pour suivre. Et donc, les nuits blanches, ça dure 20 jours. Elles commencent avec l'apparition de Sirius. Sirius, la constellation. Enfin, du chien, je ne sais pas comment. Je ne suis pas... Toi, peut-être, tu as fait astrologie. Non, astronomie, pardon. Non, je n'ai pas fait astronomie. Mais c'est lié. C'est avec dès l'apparition de Sirius, il y a un dicton touareg qui dit au moment où Sirius apparaît, on prie au crépuscule. C'est le crépuscule du soir. Hein. D'accord. Voilà. Donc c'est lié. C'est un positionnement des étoiles, des constellations. Pour eux, c'est les nuits blanches. Peut-être parce qu'ils voient la lune apparaître aussi. Les nuits noires, on y reviendra probablement avec notre ami Ahmed Ghali-Ghassan, lui qui est spécialiste astrophysicien, qui va nous expliquer un peu plus de détails. Un peu plus de détails. Mais globalement, c'est ça qui fait la différence. C'est les nuits noires, c'est l'hiver noir, c'est les nuits blanches et c'est les nuits noires. Voilà, donc à s'y perdre. Hein. Mais en tout cas, l'origine et l'explication et la période exacte, nul ne la connaît. Voilà. À Ouargla, c'est la même chose. Voilà. Ah ben, belle découverte, hein? Oui, finalement. Mais finalement, les traditions, tu as vu, mine de rien, même s'il y a quand même une différence entre les régions, mais il reste quand même qu'il y a toujours des éléments comme ça qui rapprochent les régions où il y a beaucoup de similitudes entre les contes, les légendes et certaines pratiques traditionnelles aussi. De tout temps, les agriculteurs ont eu peur. Les agriculteurs, je veux dire les gens en général, ont eu peur lorsqu'il n'y avait plus rien dans le ciel. C'est-à-dire il n'y a pas de lune. Comme si le soleil ne devait pas apparaître, ce serait tout noir, ça crée des frayeurs. Et ça a un impact sur la végétation, sur les récoltes, sur les températures, sur les oiseaux. Sur les animaux, sur absolument tout. Donc, pour les agriculteurs en particulier, pour pouvoir se repérer, pour mesurer le temps et le rythme des saisons, il était important d'observer l'état des végétaux et le ciel. Pour les Touaregs et jusqu'à aujourd'hui, quand on voyage dans le désert, on reste fasciné parce que les Touaregs arrivent à lire dans le ciel. Ils connaissent leur chemin, parce qu'il y a des indications bien sûr avec les pierres, mais ils se repèrent dans une nuit noire, la nuit avec les étoiles, à travers les étoiles, le positionnement des étoiles. Et tu as raison, Ghali-Ghassan est mieux et plus spécialisé que moi pour en parler peut-être. En tout cas, tu nous mets un petit peu sur les rails, hein, n'est-ce pas, Samira? Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Meyenayel reste une fête où pratiquement partout en Algérie, on célèbre avec des gâteaux, des bonbons, et les enfants sont toujours un grand plat. Un grand plat, oui. Et on fait chacun selon sa région, couscous, rechta, le couscous aux 7 épices que j'ai découvert récemment dans la région de notre collègue Samia Boror. 7 légumes secs. 7 légumes secs, les légumineuses. Les légumineuses, voilà. Entre les fèves et... Je ne connaissais pas, franchement. C'est la région de Samia Boror, notre collègue journaliste. Et j'y suis allée, c'est la région de Mariam, c'est Asmour ou Mariam, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est pas très loin de Tizi Ouzou. Ah oui, on les a reçus d'ailleurs la semaine dernière pour annoncer leur événement. Voilà, merci beaucoup Samira. Merci Nour. Samira, on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on continue et restant toujours dans le sud. Gherdaya, ça te dit? Oui. Voilà, alors ce sera une visite guidée à Gherdaya pour découvrir de plus près les potentialités touristiques de cette région et on se retrouve juste après. Gherdaya, l'enchanteresse, porte du désert, une cité millénaire captivante.
Cette destination riche en histoire et en paysages féeriques suscite depuis toujours l'admiration des visiteurs et des touristes qui y affluent en masse des 4 coins de l'Algérie et du monde. Nous sommes des étudiantes venues de la wilaya de Relizane pour visiter Gherdaya. C'est une ville époustouflante. Gherdaya est une très belle ville. Nous avons visité plusieurs sites, parmi eux Zelfana. C'est très beau et intéressant en matière d'architecture et d'histoire. En plus, les habitants d'ici sont très gentils et bien accueillants. Nous avons adoré. Gherdaya est connue mondialement par son architecture unique. D'ailleurs, elle était la source d'inspiration de l'architecte Le Corbusier. Avec ses siècles d'histoire et ses splendeurs architecturales, la vallée du Mzab dispose d'un patrimoine matériel et immatériel d'exception. L'endroit est merveilleux. On ne s'attendait pas à voir une architecture aussi surprenante. Et les gens ont été très aimables avec nous. C'est une excellente expérience pour nous d'être ici. Il y a beaucoup de formes et de couleurs. C'est incroyable. Je viens de Californie. Gherdaya est une véritable découverte. Je vous encourage à venir la visiter. Je viens du Texas. J'ai adoré me promener dans la ville et voir toutes ces belles tapisseries. Ils sont très heureux de leur visite. Ils étaient émerveillés par l'hospitalité et la bienveillance des habitants. Ceux qui visitent l'Algérie pour la première fois la quittent toujours avec un pincement au cœur. Avec les mesures de facilitation d'octroi de visas touristiques au profit des touristes étrangers souhaitant visiter le sud algérien et le Festival international du tourisme sahérien qu'elle a accueilli en décembre dernier, Gherdaya est bien parti pour devenir un véritable pôle touristique. Un véritable pôle touristique, effectivement, pour la ville de Gherdaya, qui a abrité d'ailleurs cette année les festivités officielles de Yennayer. Parlant de Yennayer, donc les festivités continuent toujours. Une très belle exposition aura lieu aujourd'hui et nous en parlons en compagnie de notre invité, à savoir Brahim Bougrab, pardon. Bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup Asgas Amgas et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Alors aujourd'hui, rendez-vous avec les artisans? Et effectivement, ça va être, Inch'Allah, à partir de 14h. Il y aura plein d'exposants. Il y aura aussi des artistes qui vont visiter notre exposition. C'est au niveau de Bab Hassan. En compagnie avec l'équipe de Comet Coworking Space. Donc je lance une invitation par rapport à tous ceux qui aiment l'art. Venez, c'est un bon plan pour le samedi, surtout avant même de reprendre la semaine. Et surtout qu'il va faire très beau aujourd'hui. Certainement. Voilà, on n'a pas d'excuses finalement. Bien sûr. On n'a pas d'excuses. Alors revenons un petit peu sur cette exposition, Brahim. Donc c'est une exposition, encore une fois, qui permet la promotion des artisans et du travail artisanal en Algérie, n'est-ce pas? En fait, c'est important de parler à propos de ça parce qu'à un moment donné, de faire ce genre d'événement, c'est pour promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les artisans. C'est pour aussi donner une chance à leur propre personne d'exposer pour une première fois, parce qu'il faut souligner une chose, c'est que ça va être la première fois. La plupart, c'est la première fois qu'ils vont exposer. D'accord. Et nous, on va justement les accompagner pour faire la présentation à le stand Dialogue, pour parler à propos de leurs propres œuvres. Il y aura de la bijouterie, il y aura aussi de l'artisanat, il y aura aussi des artistes peintres, il y aura aussi des artistes qui vont venir nous visiter. Donc l'objectif SMART, c'est justement de les encourager, de les faire sortir de leur zone de confort et surtout de parler à propos de leur art. Voilà, parler à propos justement de leur art. Ce sont des artisans, vous dites, qu'ils exposent pour la première fois. Ils viennent d'Alger ou ils viennent d'un peu partout? Alors, la plupart, c'est d'Alger, mais aussi on a des exposants qui vont venir des autres wilayas. Et ça, c'est très très intéressant dans la mesure où ils vont échanger, ils vont partager leur propre passion sous le thème de Yennayer, bien sûr, pour le célébrer. Donc ça va être un avantage pour eux d'exposer et surtout d'exploiter leur propre passion. Individuellement et collectivement parlant. Voilà, surtout, parce que ce genre d'événement permet quand même un bel échange, déjà, entre les artisans, entre les professionnels de la question aussi, pour probablement améliorer, encore une fois, l'offre. Effectivement, parce qu'il faut souligner qu'on a déjà fait d'autres galeries d'art, donc c'est
C'est la 3e galerie sous le thème de Inaïr. C'est un thème plus approprié. Et ce qu'on a reçu comme feedback, comme commentaire lors des dernières galeries et dernières expositions, c'est qu'on a remarqué qu'il y a un très très bon climat favorable, non seulement pour les exposants d'échanger, mais aussi pour ceux qui étaient invités de venir, de parler à propos de l'art d'une façon générale, de tisser des liens entre eux. Oui. D'ailleurs, on a même des exposants qui sont en train d'inviter les uns et les autres à venir chez eux. Et ça, c'est très très intéressant dans la mesure où on est en train d'accroître le réseau artistique, parce qu'il faut souligner cela, parce que Comet Coworking Space, avant tout, c'est aussi un incubateur. On est un incubateur de jeunes talents. Et les artistes font partie aussi de notre canal d'offres, parce qu'à un moment donné, si un artiste a son propre œuvre d'art, il ne peut pas exporter à l'extérieur. Nous, on va l'accompagner justement pour le promouvoir, pour le faire montrer comment faire des publicités, comment faire aussi la vente en ligne. Et cela fait partie justement de nos services, tels que incubateurs, labellisés surtout. Et puis, j'ai envie de dire que déjà, l'occasion est très intéressante par rapport à la célébration de Inaïr, mais elle est doublement intéressante puisque en ce moment, nous vivons donc, j'ai envie de dire les festivités, encore une fois, du Chêne. Parce que là, on reçoit quand même beaucoup de touristes, beaucoup de supporters, n'est-ce pas? Donc, justement, c'est la meilleure période pour faire ce genre d'activité. D'ailleurs, je pense que c'est une actualité assez intéressante parce que notre cher pays est en train de réceptionner un tel événement africain, continental. Et ce qui fait aussi la richesse de notre pays, c'est que on a non seulement une culture appropriée, propre à notre pays, mais on a aussi la diversité, qui fait qu'à un moment donné, on reste toujours fasciné par les couleurs, par nos coutumes, par notre culture. Et le plus important, c'est le tissage de liens entre nous. Voilà, c'est surtout c'est ça, la chose la plus importante. Donc vous êtes déjà un incubateur, vous venez de le dire. Alors il faut dire aujourd'hui que le retour vers l'artisanat, c'est vrai que l'artisanat a toujours eu sa place en Algérie, mais là on voit que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'artisanat. Il y a beaucoup plus d'artisans qui émergent, qui investissent un petit peu dans ce domaine. D'autant plus qu'aujourd'hui, les formations, les initiations dans plusieurs métiers artisanaux se multiplient en Algérie. Donc c'est ce qui ouvre la porte et c'est ce qui permet aussi aux jeunes d'investir de nouveaux créneaux. Alors à votre niveau, en tant qu'incubateur, comment se fait l'accompagnement de ces jeunes qui veulent investir le monde de l'artisanat? Alors le lien avec nous, ça se passe par tout un processus. La première des choses, bien sûr, c'est l'expression de leurs propres besoins. On va faire une sorte d'analyse et diagnostic par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'elle a comme objectif SMART, qu'est-ce qu'elle a comme vision lointaine par rapport à son propre art. Ça pourra être artiste, ça pourra être un jeune porteur de projet, ça pourra être même des étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'artisanat, c'est qu'il y a une sorte de reconversion de salariés qui veulent justement s'investir dans cette vie entrepreneuriale. Et ce qui nous donne vraiment l'envie de travailler avec eux, c'est leur enthousiasme. Et surtout, c'est leur motivation. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir de leur zone de confort. Ils n'ont pas forcément là où aller pour parler à propos de leur propre art. Et donc, ils viennent chez nous pour justement les incuber. Donc, ça se passe par un processus d'expression de besoins. Juste après, il y a l'accompagnement et la formation, surtout dans les soft skills, dans la manière comment on va promouvoir le propre produit. Et bien sûr, jusqu'à même l'étape de l'exposition elle-même. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on fait ce genre de choses mensuellement parlant. Chaque mois, on a un événement qui concerne l'artisanat, qui concerne les galeries d'art, qui concerne l'artiste d'une façon générale, parce qu'on sait bien qu'un artiste, d'une façon générale, c'est un acteur de changement. Effectivement. Et c'est une personne qui est toujours dans l'engagement. Et surtout, c'est des personnes qui veulent faire des choses. Et c'est ça ce qui nous fait vraiment vibrer la motivation des hommes. Voilà, effectivement. Donc le rendez-vous est pris pour cet après-midi. Donc ça va se passer juste cet après-midi ou ça va s'étaler un petit peu sur quelques jours? Alors pour Inaïr, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais lancer un appel à toute la communauté qui sont en train de nous écouter, les familles, peu importe. Marhaba bikoum, ça se passe à 14h au niveau de Bab Hassan, fi Comet Coworking Space. Donc voilà. Des projets?
Alors les projets... Après, donc celui de Inaya. Bien sûr. Alors les projets, il y a un projet qui concerne l'auto-formation. On va lancer une formation en ligne qui va être sous le thème de la planification stratégique de notre quotidien. Ça va être justement prévu pour le 27 janvier et le 28, où je vais accompagner des personnes en ligne à promouvoir leur propre vie, à planifier leur propre vie quotidienne, que ce soit salarié ou même entrepreneur. Et surtout, il y aura un suivi juste après la formation. C'est ce qui est important, effectivement. Donc voilà, c'est ça, en fait, c'est ça notre aussi valeur ajoutée dans ce programme de formation où il y aura pratiquement 2 formateurs qui vont étaler leur propre expérience par rapport à la plateforme professionnelle, qu'il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de partage d'expériences. Et ça, ce qui est vraiment important, parce qu'à un moment donné, quand on réceptionne ce genre de besoin, j'ai une idée, je ne peux pas me planifier, j'ai aussi d'autres activités, comment je pourrais faire pour planifier ma vie? Nous, notre vision stratégique, c'est justement d'accompagner ce genre de personnes. Parce que quand on est perdu, on n'a pas forcément les bons outils, mais quand on va se prendre, c'est là où il y a justement le résultat. Voilà, effectivement. Donc, voilà. Rendez-vous pris pour cet après-midi. Rendez-vous pris pour le 27, le 26 et le 27. 27 et le 28. Le 27 et le 28 de ce mois. En tout cas, merci beaucoup. Merci on vous souhaite beaucoup une très belle continuation. Là, ici, on vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup à vous, Brahim Bourlab, d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, pause musicale, cette fois-ci en compagnie, un très très beau duo entre le défunt, donc Chérif Khaddam, et aussi Nouara, et on se retrouve juste après. بالتربع الموسيقى في الهارموني انترناسيونال. Voilà, de retour sur le plateau et restant dans ce bel hommage à Chérif Khaddam. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre ami Hamid Rabou. Hamid, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Hamid? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Hamid, un retour avec un beau film, oui. Donc autour de Chérif Khaddam, 90 minutes sur la vie de Chérif Khaddam. Oui. N'est-ce pas? Donc c'était un projet qu'on a commencé en traitant la musique algérienne. J'ai commencé premièrement avec la musique andalouse avec Bala Djarab. Oui. Et Serri. Ensuite, on a traité la musique, l'empreinte de Zahi sur la musique Chabi, qu'on a
passé la semaine dernière. Voilà. Découvrir et quelques puis, extraits. je suis entré dans la profondeur d'Algérie profonde en traitant la musique kabyle à travers les chants de Cherif Khaddam. Voilà, Cherif Khaddam, il faut dire, c'est l'icône un peu de la chanson de l'exil. Hein, voilà, Cherif Khaddam, comme Al-Hasnaoui, comme Slimane Azam, c'est une icône de la musique en exil. Voilà, donc Cherif Khaddam, c'est un artiste complet. Il est en même temps un chanteur, il est un compositeur, il est parolier et musicien en plus. Un artiste complet. Un artiste complet. Donc, Cherif Khaddam, il a su traiter des thèmes qu'on n'a pas traités. Il a rajouté à la musique folklorique kabyle une musique universelle. Il a traité des sujets qu'on n'a pas traités aussi. Et c'est quelqu'un qui a défié tout son entourage pour chanter l'Algérie. Il a chanté la femme kabyle. À travers la femme kabyle, il a chanté la femme algérienne, comme il a chanté l'exil. Et justement, lors de ces 90 minutes de film, Hamid, tu as rencontré justement des gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu de plus près, n'est-ce pas? Avant de connaître ses amis, ses élèves, moi j'ai découvert la Kabylie profonde à travers les chants de Cherif Khaddam. Je suis allé en groupe à Boum Saoud, son village natal, et c'est comme si on t'invite à pénétrer une maison, mais tu vas directement au salon. Mais à travers les chants de Cherif Khaddam, tu peux visiter la cuisine, les chambres. C'est cet exemple que je donne à ma première visite en Kabylie. D'accord. Et ça s'est passé comment? Très bien. Je vais te raconter une petite histoire. Oui. Normalement, on avait un rendez-vous avec une association à Boum Saoud. Malheureusement, il n'est pas venu cette association. Il y avait le comité de quartier qui construisait une maison pour l'imam. Il construisait une maison, il fallait faire du ciment, du gravier. On les a aidés. Voilà, on les a aidés pour construire. On les a aidés, mais... Moi, je les ai aidés pour... Voilà. Tu as carrément mis la main à la pâte? La main, voilà. On ne connaît pas ce côté... il fallait ce côté artisan en toi, finalement, Hamid. Non. Il fallait les aider. On a fait le nécessaire et c'était un comité de quartier composé seulement de jeunes. Oui. Que je découvre, il y avait seulement de la limonade et un petit gâteau pour... Donc, ils étaient contents de me voir. Et c'est eux qui m'ont aidé à la fin pour construire ce film. D'accord. Voilà. Ils ont ramené des femmes, des filles, et c'était tout le village qui a participé à la création de ce documentaire. Voilà. C'est ce qui est intéressant, finalement, c'est de connaître toutes ces anecdotes qui tournent autour d'un produit final déterminé. Voilà, c'est un village qui a eu le premier prix en 2016 du village le plus propre de Kabylie. Oui. Et c'était une belle expérience pour moi. J'imagine, certainement. D'autant plus que ces comités de quartier, ils font un beau travail sur terrain. Ils font un travail non seulement sur le plan environnement, mais aussi sur la promotion de tout ce qui est identitaire, finalement. C'est à Boum Saoud, moi, j'ai connu des gens que je salue. Voilà. C'est tout le monde qui travaille. Oui. Et c'est tout le monde qui participe à la création de quelque chose. C'est un village qui bouge en ensemble. Oui. Voilà. Il n'y a pas de quelqu'un qui ne peut pas... C'est un village tellement propre qu'on a le désir de le revoir à plusieurs reprises. J'imagine, certainement. J'imagine. Alors, pour revenir un peu à ce film, Hamid, alors, parle-nous un petit peu du déroulement, finalement, de toute la construction de ce film, de toute la réalisation de ce film. Donc, les gens que tu as rencontrés, par exemple, qui ont connu Cherif Khaddam, premièrement, j'ai rencontré M. Aytem Gellat, qui est un grand monsieur. Un grand monsieur, un grand poète. Il nous a fait un témoignage formidable sur Cherif Khaddam, comme j'ai pu rencontrer. Alors, on va peut-être s'attarder sur Aytem Gellat du moment que nous avons un bel extrait. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Allez, on va regarder le témoignage de Aytem Gellat et on se retrouve juste après. Cherif Khaddam يعجبه سواياكي وإلا يتعاونا أطاس. De créer cette émission spécialement pour les jeunes qui voudraient s'essayer à la chanson. Et donc, c'est comme ça que les portes de la radio se sont ouvertes pour nous. Une fois qu'on a
qu'on avait pris l'habitude. Je parle au pluriel parce que avec des amis, on a formé un groupe qu'on avait appelé à l'époque le groupe Imaziran. Cherif Khaddam avait accueilli ça d'un très bon œil et il nous a proposé de nous aider dans la formation musicale. Et il le faisait pratiquement chaque jour. Après chaque séance, il prenait un taxi pour rentrer chez lui. À l'époque, il habitait à Rouiba, donc il prenait. Un jour, on s'est concertés tous ensemble pour dire bon, Cherif Khaddam déjà nous donne des cours gratuits et il s'est dévoué. On doit essayer au moins de prendre en charge son transport. Donc de lui payer, en clair, de lui payer le taxi. Et je lui en ai parlé. Je voulais insister et tout. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Il était scandalisé. Il disait qu'il ne faisait pas ça, qu'il le faisait parce que il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait et il aime ceux qui font ce qu'il fait. Un grand monsieur qui parle d'un grand monsieur, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est l'élève qui parle de son maître. Oui, voilà, effectivement. Mais on reconnaît finalement, encore une fois, à travers le témoignage de Aytman Guelleh, tout ce côté humain, tout ce côté dévoué pour la musique, pour la transmission finalement du savoir-faire aussi musical. Bien sûr, c'est un côté qu'on va traiter, un côté de l'artiste Cherif Khaddam, parce qu'il est en même temps parolier. C'est un musicien, c'est un compositeur. Il a même composé le film de Bougremouh, La colline oubliée. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Il ne s'est pas arrêté de faire des recherches sur la musique. Il a universalisé la musique algérienne à travers la musique kabyle. Donc j'ai rencontré M. Aytman Guelleh, comme j'ai rencontré Hamid Mjahed, comme j'ai rencontré Nouara. On ne peut pas parler de Cherif Khaddam sans parler de Nouara. C'est un duo qui a fait ses preuves. Bon, parce que Cherif Khaddam, une fois rentré en Algérie en 1963, il a travaillé à la chaîne 2, dans une émission qui s'appelle Les chanteurs de demain. Donc c'est à travers cette émission qu'on a découvert les Idi, les Aytman Guelleh, les Malika Doumran et compagnie. C'est lui qui les a initiés, c'est lui qui les a découverts. Donc c'est des voix qui ont chanté toutes les générations, les nouvelles générations algériennes. Et qui restent d'ailleurs parmi nous, même après leur disparition. Ce sont quand même des légendes de la musique algérienne. Voilà, bien sûr. C'est quelqu'un qui a traité la musique, en même temps il a traité les paroles. Donc quand vous écoutez Olemri, Miroir, donc c'est une chanson qui... on reste directement, on ne peut pas ne pas oublier ses paroles. Il a traité des sujets comme... il a traité Nadia, la femme algérienne. Il a traité Je te chante mon pays. Il chante l'Algérie. Il voulait une Algérie prospère. Donc il a fait une chanson, la fameuse chanson l'Algérie, tu t'en sortiras. Il veut la paix pour ce pays. Il veut le développement pour la population algérienne. Certainement, certainement. Donc 90 minutes, encore une fois, de bonheur, on va dire, à travers le film, n'est-ce pas? Et justement, là, nous avons de très très belles images qui défilent. Des images là où on retrouve Cherif Khaddam en compagnie de Nouara d'ailleurs. Bien sûr. Et voilà, il y a aussi un travail, Hamid, à travers ton film, donc un beau travail de recherche d'archives. Oui, je me suis remonté jusqu'à les 700 pour chercher l'origine de la musique, des paroles kabyles à travers les poètes. Les poètes, voilà. Oui. Donc,
J'ai oublié pour parler de Nouara. Nouara, si vous entendez, c'est Achouir. Oui. Vous allez découvrir l'Algérie profonde. Les Achouir Nouara sont formidables. Donc, à travers Nouara, j'ai pu découvrir une phase cachée de Cherif Khaddam. C'était un homme sentimental. D'accord. Sensible. Sensible, sentimental, qui aimait décrire les choses. Il a décrit la femme algérienne de cette époque, comme il a décrit l'Algérie de cette époque. Il a même décrit ce qu'il voulait voir en Algérie du lendemain. Voilà. Et Cherif Khaddam, il est aussi connu par la chanson de l'exil. Hamid, il faut dire que lui-même, il a souffert de l'exil, de l'immigration, des conditions des émigrés algériens. Et donc, il a un petit peu chanté pour la communauté. Et il a chanté pour la communauté comme tout Algérien. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a quitté l'Algérie. Il a quitté son village natal pour venir à Alger pour travailler. Je crois, à Alger, juste à Alger. Puis il a quitté Alger en allant en France, à Saint-Denis, pour travailler dans une entreprise de peinture. Donc il était très malade, il a souffert, il a passé une opération dont il a gardé toujours les séquelles. Et bien sûr, il n'était pas un homme fort pour travailler. Donc il a rejoint le monde de la musique et de la chanson à travers un Tunisien, un Djamoussi, je crois, si je ne me trompe pas seulement. Donc c'est lui qui l'a initié aux luttes et aux différents instruments de la musique. Comme il a côtoyé aussi les plus grands chanteurs de son temps, comme Jean Ferrat, Aznavour et Abdel Wahab, Farid Al-Atraj, Fayrouz. Donc il a côtoyé ce monde de musique, de paroles. Il a voulu donner quelque chose pour sa nation à travers ce plus qu'il a donné à la musique algérienne, à travers la musique et la chanson kabyle. Voilà, effectivement, on retient quand même de lui, Hamid, toute cette modestie, tout ce côté humain. D'ailleurs, on l'a reçu à Bonjour d'Algérie pour annoncer son dernier concert, Allah yarhamou saleh. Allah yarhamou saleh, voilà. Donc on garde quand même un souvenir assez, bien sûr, il était très modeste, important, assez lourd de lui. C'était un homme pieux. C'est quelqu'un qui a rejoint une confrérie à Boudjelil, Tezmeit, à l'âge de 9 ans. Donc il a pu côtoyer des élèves venus des 4 coins de l'Algérie, à la confrérie de Tezmeit, et cela l'a aidé à forger ses cordes vocales. Donc c'est un artiste complet. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué durant la réalisation de ce film? Bien sûr, il m'a marqué, il m'a profondément marqué parce que à travers ces chansons, j'ai découvert premièrement la Kabylie profonde de la tribu du Djodjura. Tu as découvert les chambres et le couloir et le petit jardin. J'ai pu visiter. Et j'ai côtoyé les gens de ce village de Boumsat, c'est des gens formidables, donc ils m'ont directement aidé. C'est eux qui ont fait le film. Moi, j'étais qu'un trait d'union entre les techniciens. Ils ont été les guides, finalement. C'était les guides, c'est leur produit, c'est pas mon produit, c'est pas le produit. C'est votre produit à vous tous, finalement. Voilà, on a tous participé à la création de ce produit d'Achrif. Voilà, pour les intimes, c'était Dachrif. Voilà, effectivement, Dachrif. C'est très particulier. Bien sûr, c'est très particulier. Comme appellation, ça représente un petit peu toute l'affection vis-à-vis d'une personnalité déterminée. Oui, c'est un monument pour la chanson algérienne et notamment la chanson kabyle. Effectivement. Mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus, finalement? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, si on veut traiter Cherif Khaddam, il faut des heures pour traiter Cherif Khaddam, le compositeur, premièrement. Donc finalement, chaque facette mériterait 90 minutes. À peu près. Normalement, chaque facette de Cherif Khaddam, dans la chanson, donc il était parolier en plus. Et ses paroles étaient d'une autre facture, c'est-à-dire il n'écrivait pas n'importe quoi. Et il était musicien. Il a travaillé avec lui. Il était chef d'orchestre en plus, donc il chantait. Il prêtait sa voix
Et c'était un artiste complet. Voilà, un artiste complet. Donc il représentait cette Algérie. Et il était pétri de valeurs nationalistes. Il a chanté l'Algérie de demain. Il a dit à l'Algérie, tu t'en sortiras. Donc c'est un visionnaire en plus. Voilà. Effectivement, donc c'est ce qu'on retient un petit peu de ce film, donc qui dure 90 minutes, qu'on peut découvrir encore une fois sur en plus, il est mort un certain 23 janvier, donc c'est d'ici une semaine. D'ici une semaine, en 2012. On va marquer le 11e anniversaire de sa disparition. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Hamid, prochain film? Prochain film, Prochaine personnalité? Non, j'ai changé de cap. Ah, d'accord. Je traite. Normalement, je vais vous le dire, c'est un film qui va traiter les anciens gardiens de l'équipe nationale. Ah, d'accord. Donc, il va être diffusé normalement après le Ramadan, ou pendant le Ramadan. Inch'Allah, bien sûr, tu seras parmi nous pour en parler. Bien sûr, c'est nos anges gardiens. En tout cas, merci beaucoup, Hamid. Belle continuation à toi. On se dit à très bientôt pour une nouvelle production pour la télévision algérienne. Aujourd'hui, c'est Hamid, tu ne t'es pas trompé. J'ai fait très attention aujourd'hui. Merci beaucoup, Hamid. Donc, continuez, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, nous allons aller du côté d'Oran. On vous propose cette petite balade dans un magnifique parc public à Oran et on se retrouve juste après. Aménagé en 1936 et classé en tant que monument historique en 1952, la promenade Ibn Badis est située pas loin du palais du Bey, avec une superbe vue sur la montagne et sur le port d'Oran. Ce jardin demeure la destination préférée des Oranais. Le paysage est époustouflant. On peut voir d'ici le fort de Santa Cruz et nous avons aussi une vue sur la mer. Nous tenons à accueillir nos invités dans les meilleures conditions. Nous sommes au niveau du jardin Ibn Badis, qu'on appelait auparavant la promenade de l'étang. Il figure parmi les plus belles promenades en Algérie. Les visiteurs de l'Algérie, notamment ceux en quête de calme, pourront profiter des merveilleux sites naturels dans Rossel et le Bahia. Oran a abrité les Jeux méditerranéens. C'est un honneur pour nous d'abriter le Chan. Ce jardin a été ménagé et ouvert au public en 1948. Le lac artificiel a été réalisé en 1950. Nous avions déjà abrité plusieurs grandes manifestations sportives ici à Oran, dans les Jeux méditerranéens. Oran est prête à accueillir ses invités. Oran, la ville où il fait bon vivre, une ville chargée d'histoire, avec ses monuments et ses places historiques, offrant à ses visiteurs une bouffée d'air frais et une vue magnifique sur la Grande Bleue. Et voilà, de retour sur le plateau, comme je vous le disais ce matin, la salle Ibn Zaidoun abritera un magnifique événement, un spectacle de musique andalouse ce mardi. Nous en parlons en compagnie de la présidente de l'association Ahl El-Fen, Nesrine Bouarhala. Bonjour Nesrine. Bonjour Nour. Comment merci. Ça va? Ça va. Reposée déjà depuis le magnifique voyage? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On rentre et on enchaîne. Oui, exactement. On rentre et on enchaîne. Alors, l'événement est prévu pour mardi, mais avant Ibn Khaldoun. Oui, Ibn Khaldoun, Alger. Oui. Ibn Khaldoun. Oui. Alors, avant de parler de ce magnifique événement, je voudrais bien qu'on revienne sur ce magnifique voyage que l'association Ahl El-Fen a hautement représenté l'Algérie dans un pays frère, n'est-ce pas, l'Irak. Oui. Alors, ça s'est passé comment? Mon pays de sang, on va dire. Alors, j'étais impressionnée de savoir que Nesrine, finalement, est ni algérienne ni irakienne. C'est ça, finalement. C'est ça. Et c'était la surprise pour tout le monde. Hein. Oui, c'était la surprise pour tout le monde. C'était très émouvant. Mais avant de parler de ce magnifique voyage, je voudrais lancer un remerciement assez spécial à Madame la ministre de la Culture et des Arts et aussi à l'ARC, qui nous ont permis de réaliser ce rêve. C'est un rêve, effectivement. Oui. Déjà pour toute l'association, mais pour l'Algérie aussi. Oui, pour l'Algérie, de représenter, c'était pour la première fois de participer, parce que le festival il est à sa 5e édition quand même, et c'était la première participation de l'Algérie. Voilà, c'était une fierté pour nous, et de représenter notre art et d'aller au-delà des frontières
que ce soit matériel ou immatériel, c'est très important de porter le khet al-rouh, le karako, la tenue shawi, la tenue kabyle, faire la zarna, et voilà, chanter la musique shabi, la musique andalouse, c'était vraiment quelque chose. Alors, ça s'est passé comment? Quel a été l'impact de cette musique sur... bien que ça reste quand même une musique universelle. Hein, oui, donc, mais ce qu'on a proposé, c'était vraiment une première, c'était une découverte, parce que voir la zarna, typiquement algéroise qu'on avait fait. Et là, pour représenter aussi, on a chanté on a repris des chansons de shabi, parce que vous savez, comme nous avons le shabi féminin, voilà, on l'a chanté, on a chanté du hawzi aussi, et quelques morceaux andalouses, mais c'était vraiment très très impressionnant. Comment le public irakien nous a reçus, comment il nous a acclamé, comment il nous a applaudi, c'était vraiment chaud au cœur. Nous sommes en train de découvrir de magnifiques photos d'ailleurs de cette belle participation. Alors qu'est-ce qu'on retient de plus de cet événement? Je ne sais pas comment dire ça. C'était vraiment très émouvant et ça renforce aussi beaucoup plus les liens entre les deux pays et entre aussi les membres de l'association. Et cette belle jeunesse qu'elle croit toujours à son pays et elle croit toujours à cette culture et elle y tient et elle garde tout ça et pour pouvoir continuer à travailler et à transmettre cet art-là. Voilà. J'espère que cette participation va s'installer comme une véritable tradition. Parce que le festival lui-même, il est une tradition aujourd'hui, puisqu'il a sa 5e édition. 5e édition, et ils y tiennent vraiment qu'on soit dans les autres éditions. Inch'Allah, ya Rabbi, parce que franchement, c'est un pays à voir, à découvrir. C'est des gens merveilleux et ils nous respectent énormément. Et croyez-moi, chaque scène, ça se terminait avec des applaudissements et des larmes de joie, on va dire. C'était vraiment très, très émouvant. Voilà, donc félicitations. Merci. À l'association Ahelfen pour tout ce beau travail que vous faites tous déjà au niveau de l'association sur terrain. Merci beaucoup, Ouda, merci. Voilà. Mais sinon, une autre belle nouvelle pour l'association, un deuxième album pour l'association. Oui, le deuxième double album. Double album. Exactement, qui contient 25 titres. C'est l'Andalousiria. Oui. Voilà, qu'on avait fait... cette année, bon, pas le 2003, parce qu'en 2022, c'était la sortie de cet album. Et moi, depuis le temps de Céline, tu viendras quand pour présenter l'album? Je viens, il y a tellement d'événements qui se succèdent. On dit, c'est ça, c'est que du bonheur pour nous. Effectivement. Voilà, il contient 25 titres. Il y a des reprises, il y a beaucoup plus des compositions qu'on avait faites par rapport à la musique andalouse et hawzi. Par exemple, le titre Yad Wayani, nouvelle version. Yabler aussi, c'était une composition. Voilà, c'est la Touchia Andalousiria, c'est une fusion entre la musique andalouse et du jazz. Alors pourquoi Andalousiria? C'est un voyage, c'est un voyage de l'Andalousie vers l'Algérie. Voilà. On a pu chanter de l'espagnol, de la musique amazigh, du berbère, fusionné avec la musique andalouse. C'est vraiment un voyage. C'est un voyage, effectivement. Oui, avec la jeunesse algérienne. Avec la jeunesse algérienne. Exact. Mais qui est, il faut dire, Nserina, elle est très attachée à cette culture. Moi, je suis très, très attachée. Je dis moi parce que ça me tient vraiment de garder ça, de préserver ce beau patrimoine, de le partager avec cette belle jeunesse parce qu'il y a du potentiel. J'ai toujours cru à ça et je croirai toujours à ça jusqu'à ma fin, jusqu'à la mort. La jeunesse algérienne, non mais c'est très important de le dire parce qu'il y a franchement des personnes, on va dire, qui négativent les choses, mais il faut toujours positiver parce que cette jeunesse, elle a du potentiel, elle est créative. Juste qu'elle soit bien encadrée. Exactement, et puis ils ont une créativité incroyable. Moi, je suis toujours à l'écoute. Quand ça donne quelque chose, pourquoi pas? C'est tout à leur honneur, on va dire. C'est que du bonheur avec eux. Et vous allez l'écouter sur cet album-là. Voilà, surtout quand il y a une production pareille, donc des spectacles sur scène, de beaux voyages comme celui que l'association a fait, les sorties d'albums. Donc tout ça, finalement, ça donne une certaine responsabilité. N'est-ce pas? On responsabilise quelque part bien sûr. La jeunesse à préserver cette identité. Un enfant de 8 ans, 10 ans, qui même quand tu discutes avec lui, tellement que tu le vois, chaque scène forge, comment qu'il discute avec un grand monsieur, on va dire, ou bien un jeune de 25 ans, 28 ans, c'est pas un jeune, un jeune homme, il tient à la discussion. Là, ça éduque. L'art, ça éduque en général. Moi, je dis, j'ai toujours cru à ça, mais beaucoup plus la musique
algérienne, l'Andalousie, je n'aime pas dire andalouse beaucoup plus parce qu'on fait de la musique algérienne, c'est de la variété, pour préserver ce beau patrimoine et ça éduque et ça grandit vite. Et justement, ça grandit vite et au niveau de l'association Nsrine, il faut dire que toutes les associations font un travail magnifique, il faut dire, toutes les associations font un travail magnifique, mais l'association Ahl El Fenn, le grand challenge, parce que c'est une association que je connais de près. Oui, exactement. Le grand challenge, c'est la scène, donc pas seulement à apprendre et enseigner la musique, mais c'est vraiment faire la scène. C'est ça l'objectif, Houda, comme tu l'as dit, c'est de préparer l'enfant à l'art de la scène, que ce soit en danse ou en musique. C'est la même chose, c'est ça notre objectif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a plusieurs scènes qui se succèdent, comme celle de mardi prochain. Oui, alors hier, on était à Tikjda, on a animé Voilà, c'était que du bonheur, un très beau monde. Aujourd'hui, vous avez donc l'association à célébrer Inayer au niveau de Tikjda. Exactement. Comment? Sur qui vous avez jeté la il y avait les enfants, il y avait les petits-enfants. Peut-être que mais franchement, l'association non, franchement. Alors pour l'anecdote, en célébrant à la maison Inayer Hani, qui a 13 ans, que tu connais parfaitement, il me dit, c'est moi qui me mets le c'est bon, à 13 ans. Sinon, je suis enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a raison. Et ben voilà. Et il a raison. Je me dis, peut-être واحد خرج لكم خرجه كيما هذه 18 ans et un jour. Il restera toujours un enfant. Non, mais c'était vraiment magnifique, une très belle soirée qu'on avait eu la chance d'animer au centre de loisirs de Tikjda. Voilà. Aujourd'hui, on animera au Palais de la Culture sous la tutelle de Madame le ministre Dr Solia Mouloudi. On nous a invités pour animer cet événement. Et ils organisent un défilé de mode aussi à l'occasion de Ninayer. Et mardi, aussi pour la wilaya d'Alger, art et culture, on va animer une soirée, en fin d'après-midi à partir de 18h à Ibn Khaldoun, Andalousie Ria, où il y aura un cocktail de musique, de danse. Il y aura les kids aussi qui seront présents sur scène. Et on invitera tout le monde à venir nous applaudir et voir. L'accès est gratuit, l'accès aux familles et aux amis. Pour cette belle soirée, on va dire. Mais sinon, un peu plus de détails pour le programme. Alors, tu me dis que c'est varié, mais on est un peu plus gourmand. Alors, le programme, il va très très riche. Vous savez, comme on a l'habitude de le faire avec Ahl El Fenn, il y aura de la musique kabyle, andalouse, haouzi, aroubi, de la danse aussi, la danse folklorique cette fois-ci, pour qu'elle reste avec le thème, parce que c'est à l'occasion du Chan. On va organiser cette soirée, ce spectacle-là. Je ne dirais pas plus que ça. D'accord. On laisse le public venir découvrir. Bon, déjà, nous avons un avant-goût. C'est ça. On sait que ça va être varié, que ça va être un beau voyage que l'association va nous proposer. On invite tout le monde à venir assister à ce beau spectacle parce que Ahl El Fenn n'est rien sans son public. Effectivement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On est encouragé par notre public. Voilà, merci beaucoup Nsrine et merci pour toute l'association Ahl El Fenn qui fait un travail magnifique. C'est moi qui vous remercie aussi de nous ouvrir à chaque fois les portes pour annoncer nos beaux événements. Que du bonheur pour vous aussi et longue vie à Canal Algérie. Merci beaucoup Nsrine. Donc beau succès pour ce soir déjà, cet après-midi à partir de 14h. Et puis rendez-vous pris donc, au niveau de la salle Ibn Khaldoun, mardi à 18h. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Beaucoup de succès, belle continuation Inch'Allah, pour l'association. Et voilà, alors on vous rappelle encore une fois ce magnifique spectacle à côté sportif qui se passe en ce moment. Donc on vous le disait, l'ouverture c'était hier du Chan qui va se poursuivre jusqu'au 4 février. Aujourd'hui, 3 matchs sont prévus pour le programme et nous vous donnerons tous les jours, donc les nouvelles. Vous savez, la télévision algérienne, Canal Algérie particulièrement, est au rendez-vous et sera en votre compagnie pour vous donner toutes les nouvelles de ce Chan. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Je vous retrouverai jeudi prochain avec grand plaisir. Demain, Radia Boulmaali sera en votre compagnie à partir de 8h. Au revoir. Belle semaine à tous.